Ici, nous explorons les profondeurs de l'âme pour donner un sens à votre histoire. Il existe des périodes où l'on a l'impression étrange que la vie retient quelque chose. On fait des efforts, on évolue, on comprend davantage, on travaille sur soi, et pourtant certaines portes restent fermées. Ce n'est pas forcément un échec visible. Parfois, tout semble à peu près en ordre à l'extérieur, mais en dedans, quelque chose insiste. Une sensation diffuse que l'on est en train d'être préparé à autre chose, sans encore savoir à quoi. Cette sensation est plus commune qu'on ne le croit. Elle traverse des vies apparemment stables, des existences bien construites, des parcours que les autres admirent de loin, et pourtant, de l'intérieur, quelque chose cloche, quelque chose appelle, quelque chose attend. Ce que nous allons explorer aujourd'hui ne relève pas d'une promesse spirituelle facile. Il touche à une idée profondément exigeante. Nous ne recevons pas seulement ce que nous désirons, nous recevons souvent ce que nous sommes intérieurement capables de porter sans nous détruire avec. Et tant que cette capacité n'est pas suffisamment développée, la vie retarde parfois ce que l'ego réclame avec impatience. Arrêtez-vous un instant, respirez, laissez cette idée descendre avant de continuer. Cela dérange beaucoup de personnes, parce qu'elles aimeraient croire que l'intensité du désir suffit. Elles se disent « Si je veux vraiment quelque chose, si je travaille assez, si j'insiste, si je manifeste, si je prie, si je me prépare suffisamment, alors cela devrait venir. » Pourtant, la vie semble répondre à une logique bien plus subtile. Elle n'accorde pas seulement en fonction de ce qui est demandé. Elle regarde aussi ce qui soutiendra la réception, car recevoir n'est pas un détail. Garder, faire croître, habiter ce que l'on reçoit, voilà ce qui est encore plus rare. Imaginez quelqu'un qui réclame une relation profonde, alors qu'il porte encore, sans l'avoir vraiment rencontré en lui-même, une terreur de l'abandon. Imaginez quelqu'un qui veut être vu, reconnu, réussir, mais qui reste intérieurement gouverné par la honte de ne pas être légitime. Imaginez quelqu'un qui rêve de liberté matérielle, tout en vivant depuis une angoisse de pénurie qui lui ferait perdre sa paix au moindre imprévu. Chacun de ces êtres pourrait recevoir exactement ce qu'il demandait, et pourtant ne pas pouvoir le maintenir sans le saboter. C'est là que commence une autre lecture du réel. Ce qui tarde à venir n'est pas toujours refusé par cruauté. Il est parfois retenu parce qu'il rencontrerait encore en nous une structure trop fragile, trop divisée, trop réactive, trop dépendante de certains anciens schémas. La vie ne retarde pas toujours pour punir. Elle retarde souvent pour éprouver la solidité du récipient. Jung aurait vu là une dynamique très profonde de la psyché. Il savait que le développement humain ne dépend pas seulement d'une volonté consciente. Une autre intelligence travaille en nous, une intelligence plus lente, plus souterraine, plus exacte. Ce que nous appelons parfois blocage ou stagnation peut être, en réalité, une phase de réorganisation intérieure. Rien ne semble bouger au niveau visible, mais quelque chose se restructure en profondeur pour préparer un autre rapport au réel. C'est pourquoi le premier signe de ce test silencieux n'est pas forcément une grande crise. Très souvent, c'est un désalignement, une forme de malaise qui ne se justifie pas toujours rationnellement. Vous continuez à vivre votre vie, mais certaines choses ne résonnent plus. Ce qui vous nourrissait hier vous semble soudain vide. Des conversations deviennent étrangères. Certains rôles vous pèsent davantage. Des environnements pourtant familiers cessent de vous soutenir. Il y a comme un écart grandissant entre ce que vous vivez et ce que votre être plus profond semble désormais demander. Beaucoup ignorent ce signal. Ils essaient de revenir à l'ancien rythme. Ils se disent qu'ils exagèrent, qu'ils devraient être reconnaissants, qu'ils ont simplement besoin de repos, qu'il ne faut pas compliquer. Mais l'inconfort persiste. Il revient. Il devient plus difficile à faire taire. Et à partir de là, le test commence vraiment.
car la question implicite n'est pas « allez-vous changer de décor ?» Elle est beaucoup plus intérieure. Allez-vous écouter ce qui cherche à émerger? Ou allez-vous continuer à vous trahir pour maintenir une forme de sécurité extérieure? Allez-vous honorer ce qui devient vrai en vous, ou resterez-vous fidèle à une identité qui n'est déjà plus entièrement vivante? C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que le changement demandé concerne immédiatement l'extérieur. Quitter, rompre, démissionner, déménager, tout renverser. Parfois, bien sûr, des décisions concrètes seront nécessaires, mais ce n'est pas encore le cœur du processus. Le test ne porte pas d'abord sur le décor, il porte sur la fréquence intérieure avec laquelle vous habitez ce décor. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, il s'agit de ce que vous devenez dans les moments où personne ne vous regarde, comment vous vous parlez lorsque vous êtes seul, ce que vous tolérez intérieurement, la manière dont vous réagissez à la frustration, à l'incertitude, au délai, au regard des autres, ce que vous nourrissez en secret quand rien ne vient immédiatement confirmer vos efforts. C'est là que se joue l'essentiel. Deux personnes peuvent suivre les mêmes pratiques extérieures, lire les mêmes livres, méditer, faire une thérapie, répéter des intentions, changer leurs habitudes, et pourtant, leur trajectoire sera radicalement différente, parce que l'acte visible ne suffit pas. Ce qui transforme, c'est la qualité intérieure du mouvement. Est-ce un changement né d'une nécessité profonde ou un nouvel effort de contrôle? Est-ce un travail d'intégration ou une tentative de négocier avec l'univers pour obtenir plus vite ce que l'on désire? Jung distinguait très clairement l'ego du soi. L'ego veut rassurer, maîtriser, protéger son image, conserver ses repères. Le soi, lui, pousse vers quelque chose de plus entier. Il demande souvent des déplacements que l'ego redoute. Il ne cherche pas d'abord le confort, mais l'authenticité. Et lorsque la vie devient désalignée, c'est très souvent parce que le soi commence à réclamer plus de vérité que l'ego n'est encore prêt à lui en accorder. Le test se situe exactement là. Serez-vous fidèle à votre ancien masque ou à votre mouvement intérieur réel? Continuerez-vous à servir l'image que vous avez de vous-même ou commencerez-vous à répondre à ce qui veut naître plus profondément? Et cette question ne se pose pas une seule fois. Elle revient sous des formes différentes, dans les relations, dans les choix professionnels, dans la manière d'aimer, de parler, de rester ou de partir. Il y a une femme, enseignante, 53 ans, qui avait consacré 25 ans de sa vie à instruire les autres. De l'extérieur, sa vie semblait accomplie. Un poste stable, le respect de ses collègues, une famille unie, mais depuis 2 ans, quelque chose s'était mis à peser différemment. Chaque matin, en entrant dans sa salle de classe, elle ressentait une contraction dans la poitrine. Pas de la peur, pas de la tristesse clairement identifiable, plutôt une sorte d'étroitesse, comme si l'espace autour d'elle s'était rétréci sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle essaya de s'expliquer cette sensation par la fatigue, par les années qui s'accumulent, par les réformes éducatives qui l'épuisaient. Elle se dit qu'elle avait simplement besoin de vacances. Elle partait en voyage, revenait ressourcer quelques jours, puis la contraction revenait, plus insistante encore. Elle commença à remarquer que certaines conversations avec ses proches sonnaient faux, que les rôles qu'elle jouait, la femme solide, la professeure dévouée, la mère disponible, lui coûtaient désormais quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Un soir d'hiver, seule dans sa voiture après une réunion de parents d'élèves, elle posa sa main sur sa poitrine et s'arrêta vraiment pour la première fois. Elle ne chercha pas à analyser, elle écouta simplement. Et ce qui remonta n'était pas une plainte, c'était une question. Depuis combien de temps avait-elle cessé de se demander ce qu'elle voulait, elle,
en dehors de ce que les autres attendaient d'elle. Elle ne démissionna pas cette nuit-là. Elle ne bouleversa pas sa vie immédiatement. Mais quelque chose changea dans sa manière d'habiter ses journées. Elle commença à créer de petits espaces pour elle seule. Un carnet, 1 heure de marche le matin, quelques lignes écrites avant de dormir. 6 mois plus tard, elle avait entamé une formation en accompagnement psychologique, un désir enfoui depuis ses 20 ans. 1 an après, elle enseignait encore, mais différemment, depuis un lieu plus choisi, moins subi. Ce que cette contraction dans sa poitrine portait, c'était l'écart entre la vie qu'elle habitait et celle à laquelle son être profond aspirait encore. Le corps savait, avant que la conscience accepte de voir. Voilà ce que le test silencieux fait dans un premier temps. Il parle à travers le corps, à travers le malaise diffus, à travers l'impression que quelque chose résiste sans que l'on puisse encore le nommer clairement. Le plus difficile dans ce type de passage n'est pas toujours de manquer de réponse. C'est d'accepter que ce qui se répète a peut être quelque chose à vous apprendre. Beaucoup de personnes vivent les mêmes scènes sous des visages différents et pensent encore qu'il s'agit seulement de malchance, de mauvaises circonstances ou de rencontres inappropriées. Pourtant, lorsque certains schémas reviennent avec une régularité troublante, Jung nous inviterait à cesser de les lire comme des accidents. Il nous demanderait « Qu'est-ce qui en vous n'a pas encore été suffisamment reconnu pour continuer à produire la même réalité émotionnelle ?» C'est là qu'entre l'ombre. On parle souvent de l'ombre comme de quelque chose de sombre, de honteux ou de simplement négatif. Mais chez Jung, l'ombre est plus vaste. Elle contient tout ce que nous avons rejeté hors du champ conscient, parce que cela ne correspondait pas à l'image acceptable de nous-mêmes. Colère, vulnérabilité, besoin, agressivité, désir, peur, dépendance, ambition, fragilité, puissance, parfois même joie ou spontanéité. Ce que nous ne voulons pas reconnaître ne disparaît pas. Cela continue d'agir dans les coulisses. Et très souvent, la vie organise des situations qui nous forcent à rencontrer ce matériel non intégré. Pas pour nous humilier, pas pour nous faire souffrir inutilement, mais parce qu'on ne peut pas devenir plus entier sans cesser de vivre amputé de certaines parties de soi. Respirez un instant, sentez le poids de cette idée, parce qu'elle change tout dans la manière dont on lit les obstacles. Tant qu'un aspect important de notre psyché reste rejeté, il reviendra sous forme de déclencheurs extérieurs. Une personne qui nous irrite démesurément, une relation qui active toujours la même peur, une opportunité qui réveille aussitôt le sabotage, une réussite qui nous met mal à l'aise, une proximité qui déclenche la fuite, un silence qui fait remonter une panique ancienne. On appelle cela un problème extérieur, mais très souvent, ce n'est qu'un point de contact avec quelque chose d'intérieur. Le test devient alors plus exigeant qu'on ne le croit, parce qu'il demande une honnêteté très rare. Il demande de cesser de désigner immédiatement l'extérieur comme seul responsable de ce que l'on ressent. Il demande de se retourner, non pour se culpabiliser, mais pour enquêter. Pourquoi cette situation me touche-t-elle autant? Pourquoi cette remarque me renverse-t-elle? Pourquoi ce type de personne réactive-t-il toujours la même violence, la même détresse, la même fascination? Qu'est-ce qui en moi n'a pas encore trouvé de place consciente? C'est une étape profondément inconfortable. Car tant que l'on reste dans une lecture purement externe, on conserve une forme de confort psychique. On peut blâmer, dénoncer, expliquer, se justifier. On reste en apparence du bon côté de l'histoire. Dès que l'on accepte de regarder à l'intérieur, quelque chose se fissure. On voit qu'on a participé, sans forcément le vouloir, à maintenir certaines dynamiques. On découvre que certaines réactions ne viennent pas du présent, mais de blessures plus anciennes. Que certaines exigences ne viennent pas d'une vision claire, mais d'un manque.
que certaines colères protègent d'une honte, que certaines dépendances affectives couvrent un abandon traversé longtemps auparavant. Cette prise de conscience n'est pas agréable, mais elle est libératrice, car ce que l'on reconnaît commence à perdre son pouvoir automatique. Jung savait qu'on ne change pas réellement en raffinant simplement son personnage. On change lorsqu'on cesse de fuir ce qui nous habite déjà. Si quelqu'un refuse sa colère, celle-ci reviendra peu être sous forme d'irritation permanente contre les autres. S'il refuse sa peur, elle reviendra sous forme de contrôle excessif. S'il refuse sa vulnérabilité, elle réapparaîtra sous forme de dureté ou d'éloignement. S'il refuse sa propre valeur, il créera souvent des situations qui confirmeront cette absence de valeur, non par volonté consciente, mais parce que la psyché cherche la cohérence avec ce qu'elle croit déjà vrai. Jusqu'ici, nous avons exploré comment le désalignement intérieur se manifeste comme un signal que quelque chose en nous réclame d'être reconnu et non ignoré. Dans la vie quotidienne, cela apparaît lorsqu'une personne continue à s'entourer des mêmes types de relations blessantes, non par masochisme, mais parce qu'une partie d'elle-même non intégrée continue d'orchestrer la rencontre avec ce qu'elle n'a pas encore osé regarder en face. Mais il y a quelque chose que nous n'avons pas encore abordé. Pourquoi certaines personnes, même après avoir compris tout cela intellectuellement, continuent-elles à reproduire les mêmes schémas avec une régularité déconcertante? Prenez un moment maintenant. Posez les deux mains sur vos genoux, paumes ouvertes vers le haut. Fermez les yeux si cela vous est possible. Prenez une inspiration lente et profonde. Retenez l'air 3 secondes, puis expirez complètement. Encore une fois, inspirez doucement. Retenez. Expirez. Maintenant, laissez venir à votre esprit une situation qui se répète dans votre vie. Une relation, une réaction, un blocage récurrent. Ne cherchez pas à l'analyser. Observez simplement ce que vous ressentez dans votre corps lorsque vous pensez à cette situation. Une tension dans les épaules, un resserrement autour du sternum, une lourdeur dans le ventre. Restez avec cette sensation quelques instants, sans la fuir, sans la juger. Posez-lui intérieurement cette question. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer depuis tout ce temps? Ne cherchez pas de réponse immédiate. Laissez la question habiter votre corps. Puis, reprenez doucement votre respiration normale et revenez ici, présent et disponible. Ce que vous venez de faire, c'est précisément le début du mouvement que Jung appelait l'intégration. Non pas comprendre l'ombre avec la tête, la rencontrer avec le corps. C'est pour cela que le test silencieux de la vie confronte souvent l'être humain à ce qu'il voudrait précisément éviter. La personne qui cherche l'amour, mais qui porte une profonde peur d'être abandonnée, ne sera pas seulement testée par l'attente. Elle le sera aussi par la manière dont cette attente active en elle le besoin de se diminuer, de trop donner, de surveiller, de réclamer des preuves. La personne qui veut réussir sera confrontée non seulement aux obstacles extérieurs, mais aussi à sa relation à la légitimité, à la honte, à la comparaison, à sa peur d'être vue. La personne qui aspire à plus de paix sera placée devant ses propres attachements, au drame, à la réactivité, à la maîtrise. Le test ne porte pas seulement sur ce que l'on veut, il porte sur ce qui en nous empêcherait, ce que l'on veut de rester vivant, sans se déformer. C'est là que l'univers, si l'on veut garder cette image, cesse d'être un distributeur et devient un révélateur. Il ne vous demande pas simplement ce que vous désirez. Il regarde ce que vous devenez quand ce désir n'est pas encore exaucé. Il observe votre rapport au délai, au manque apparent, à l'injustice perçue, à l'incertitude. Il regarde si vous utilisez l'attente pour grandir en profondeur ou pour nourrir davantage vos anciens schémas. Et c'est ici que beaucoup cèdent.
Il se fatigue de ne pas recevoir immédiatement. Il se referment. Il se raconte qu'il n'y a rien à comprendre, rien à intégrer, rien à transformer. Ils réduisent leur parcours à un échec extérieur, alors qu'une partie essentielle du travail se poursuivait encore en eux. Le délai devient insupportable, parce qu'il est lu comme un rejet, alors qu'il était peu, être encore une phase de préparation. Mais la préparation n'est pas passive. Elle demande de travailler avec ce qui remonte. Intégrer l'ombre ne signifie pas aimer tous les aspects de soi. Cela signifie cesser de les combattre, comme s'ils étaient étrangers. On peut reconnaître une jalousie sans lui obéir, une peur sans s'y soumettre, une colère sans la déverser, une honte sans en faire son identité. À partir du moment où une part de vous devient visible, elle peut être transformée. Avant cela, elle vous dirige de manière cachée, et ce travail change immédiatement la qualité de votre présence. Vous devenez moins réactif parce que vous comprenez mieux ce qui vous active, moins dépendant des comportements d'autrui parce que vous ne leur donnez plus tout pouvoir sur votre centre, moins soumis à l'approbation parce que vous commencez à sentir votre propre axe, plus stable aussi parce que vous cessez de vivre en guerre contre vous-même. Cette stabilité n'est pas spectaculaire, elle se voit dans les choix minuscules, dans la manière de répondre, dans la capacité à ne pas se trahir au premier inconfort. Il y a un homme, comptable, 47 ans, qui avait passé toute sa vie professionnelle à être irréprochable, ponctuel, méticuleux, jamais en défaut. Ses collègues le respectaient pour sa rigueur. Ses supérieurs lui faisaient confiance. Mais depuis quelques années, chaque fois qu'une promotion était évoquée, quelque chose en lui sabordait le processus. Un entretien raté, sans raison claire. Un dossier rendu trop tard au moment décisif. Une maladie qui arrivait exactement la semaine d'une présentation importante. Il attribuait ses ratés à la malchance, à la fatigue, aux circonstances. Jamais il n'avait envisagé de se regarder en face dans ce moment précis. Un soir, lors d'un dîner, un ami lui posa une question simple. « Est-ce que tu crois réellement mériter ce que tu demandes ?» La question atterrit comme une pierre dans une eau dormante. Il sentit quelque chose se contracter dans son estomac, une réponse physique avant même qu'il puisse formuler quoi que ce soit mentalement. Il ne dormit pas cette nuit-là. Dans l'obscurité, des images revinrent. Son père, qui ne lui avait jamais dit qu'il était fier de lui. Une enfance où l'excellence était attendue, mais jamais célébrée. La conviction inconsciente, profondément inscrite, qu'il n'avait pas le droit de prendre plus de place que le strict nécessaire, que vouloir davantage revenait à se montrer arrogant, déplacé, illégitime. Il comprit alors que son sabotage n'était pas une erreur. C'était une loyauté inconsciente à une vieille histoire qui disait « Tu n'es pas fait pour cela ». Il entama un travail avec un thérapeute. Plusieurs mois passèrent. Ce qui changea ne fut pas spectaculaire, aucun déclic soudain, aucune révélation dramatique. Mais progressivement, il cessa de fuir les opportunités. Il apprit à tolérer d'être vu sans se diminuer aussitôt. 1 an plus tard, il obtint le poste qu'il briguait depuis des années. Et cette fois, il put le recevoir sans en avoir honte. Ce que la honte cachée faisait, c'était dresser une frontière invisible entre ce qu'il désirait et ce qu'il se permettait d'atteindre. Aucun effort extérieur n'aurait pu franchir cette frontière à sa place. Beaucoup de personnes croient que le plus dur est de commencer le travail intérieur. En réalité, le plus subtil vient souvent après. Une fois qu'on a identifié certains schémas, compris quelques blessures, reconnu quelques mécanismes, on s'imagine parfois que le principal est fait. On attend alors que la vie se débloque rapidement, presque comme une récompense logique. Mais la maturité psychique ne fonctionne pas
comme un déclic ponctuel. Elle se vérifie dans la durée. Car intégrer une vérité sur soi, une fois n'est pas la même chose que pouvoir la maintenir sous pression. Tant que tout est calme, beaucoup de personnes peuvent se sentir transformées. Elles se comprennent mieux, parlent avec plus de conscience, voient plus clairement leurs réactions. Mais que se passe-t-il lorsque l'ancien contexte revient? Lorsqu'une relation appuie sur la vieille blessure? Lorsqu'un échec active la honte? Lorsqu'une opportunité réveille l'orgueil? Lorsqu'un délai réactive le manque? C'est à cet endroit que la vie observe si la transformation est devenue structure ou si elle n'était encore qu'un moment de lucidité, et c'est pour cela que les tests deviennent moins visibles avec le temps. Au début, ils prennent souvent la forme d'une crise claire, un conflit important, une rupture, un effondrement, une perte, un chaos assez fort pour obliger l'être à se regarder. Mais ensuite, les situations changent de texture. Elles deviennent plus fines, plus ambiguës, plus difficiles à reconnaître. Ce ne sont plus seulement des drames, ce sont des nuances. Une réussite qui vous tente de revenir à l'ancienne persona. Une relation qui semble belle mais teste votre capacité à aimer sans vous dissoudre. Une occasion de pouvoir qui mesure votre rapport à l'humilité. Un silence qui vérifie si vous retombez immédiatement dans l'angoisse. Un retour de l'ancien sous une forme plus séduisante. La vie ne demande plus simplement « As-tu compris ?» Elle demande « Peux-tu rester fidèle à cette compréhension quand elle cesse d'être confortable ?» C'est là qu'apparaît la différence entre une phase de croissance et une transformation réelle. Une phase de croissance donne souvent beaucoup de conscience, mais peu de stabilité. On comprend vite, on ressent fort, on veut changer, on se voit évoluer, mais dès que la pression revient, les anciens automatismes reprennent le dessus. La personne se juge alors très durement. Elle se dit qu'elle n'a rien appris, que tout était illusion, que ses efforts n'ont servi à rien. Jung inviterait à une lecture bien plus fine. Rechuter dans un vieux schéma ne signifie pas forcément que rien n'a changé. Cela peut simplement révéler que le travail n'est pas encore assez incarné pour résister à certaines intensités. Et c'est précisément ce que le test continue d'explorer. La maturité réelle n'est pas l'absence d'anciennes blessures, c'est la capacité croissante à ne plus leur livrer toute sa vie intérieure lorsqu'elle se réactive. C'est pouvoir sentir monter la peur sans lui obéir immédiatement, sentir l'orgueil sans s'y identifier, sentir le besoin de validation sans en faire une loi, sentir la panique de perdre sans revenir à la compulsion de tout contrôler. En d'autres termes, ce n'est pas cesser d'être humain, c'est devenir progressivement moins gouverné par l'inconscient, et cela demande une présence renouvelée, chaque jour, dans de petites situations apparemment banales. Chaque jour, la vie demande « Quel centre vas-tu choisir ? Vas-tu revenir à l'ancien langage de la peur ? Vas-tu te trahir pour être accepté ? Vas-tu céder à l'urgence ? Vas-tu te raconter encore que tout dépend de l'extérieur ? Ou bien vas-tu rester, même imparfaitement, en lien avec ce que tu sais maintenant être plus vrai ? Ce sont des questions minuscules, mais elles décident de beaucoup, parce que la structure intérieure se construit ainsi, par répétition, pas dans les grandes déclarations, mais dans les micro-fidélités. Une personne devient réellement différente lorsqu'elle cesse, jour après jour, de nourrir certains anciens automatismes, lorsqu'elle répond autrement à ce qui autrefois l'aurait entièrement capturé. Voici ce que cela exige concrètement. Prenez ce moment. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais sans rigidité. Posez une main sur votre abdomen, juste sous le nombril. Respirez lentement, en sentant votre main se soulever à l'inspiration. Tenez l'air 2 secondes. Expirez doucement, en laissant descendre votre main. Maintenant,
Repensez à une situation dans votre vie actuelle où vous sentez que vous répondez encore depuis la peur d'être jugé, de perdre, de décevoir ou d'être trop visible. Laissez cette situation prendre forme dans votre esprit sans la dramatiser. Demandez-vous, depuis quel endroit est-ce que je réponds habituellement ici? Depuis la peur ou depuis quelque chose de plus stable en moi? Ne jugez pas la réponse. Observez-la seulement avec curiosité. Prenez 3 respirations profondes. À chaque expiration, imaginez que vous déposez un peu du poids de cette peur, non pas pour la nier, mais pour ne plus la laisser décider seule. Quand vous êtes prêt, revenez pleinement ici. Ce que vous venez d'expérimenter, c'est l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que réside la liberté dont parlait Jung. Et c'est dans cet espace que le test silencieux se joue réellement. Il faut également comprendre que ces tests plus subtils viennent souvent déguisés en bonnes choses. On imagine parfois que l'épreuve prend toujours la forme d'un obstacle évident, mais il arrive qu'elle se présente comme une opportunité flatteuse, un succès, une possibilité de pouvoir, une relation très attirante, une validation longtemps attendue. Et c'est justement pour cela qu'elle est plus difficile à reconnaître. Elle ne fait pas peur immédiatement. Elle séduit. Une personne qui a travaillé sur elle-même peut ainsi se retrouver devant une nouvelle réussite et découvrir soudain que son rapport au mérite, à la comparaison, à la visibilité ou au besoin d'approbation est encore plus fragile qu'elle ne le pensait. Une autre, après avoir compris bien des choses sur sa dépendance affective, peut rencontrer quelqu'un de profondément attirant et sentir revenir en elle tout le langage ancien du manque. Une autre encore, après avoir développé une certaine autonomie, peut recevoir une occasion qui la pousse subtilement à renier ses valeurs au nom de la sécurité ou du statut. Voilà pourquoi le test est silencieux. Il ne dit pas « Attention, ceci va mesurer ta maturité ». Il vous laisse simplement rencontrer une situation et voir depuis quel endroit vous allez lui répondre. La réponse n'est d'ailleurs pas toujours immédiate. Souvent, la vie ne donne pas la note sur le moment. Elle la révèle à travers les conséquences, la qualité d'une relation dans le temps, la paix ou la fragmentation qu'une décision produit, l'élargissement ou la contraction intérieure après un choix, la manière dont une réussite vous rend plus vrai ou plus séparé de vous-même. C'est ainsi que le réel parle. Nous avons exploré jusqu'ici comment le test silencieux se raffine avec le temps, passant des crises visibles aux épreuves déguisées en opportunités, demandant non plus seulement la compréhension, mais la fidélité à cette compréhension dans la durée. Dans la vie concrète, cela apparaît lorsqu'une personne, ayant traversé une thérapie profonde, se retrouve soudain face à une relation très attirante et sans revenir, intacte, le vieux langage de la dépendance qu'elle croyait avoir dépassé. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que nous n'avons pas encore touché. Pourquoi la capacité à tolérer l'incertitude peut être l'épreuve la plus décisive de toutes? Et pourquoi l'ego la redoute plus que n'importe quelle douleur? Plus on avance dans ce processus, plus une autre qualité devient essentielle. La capacité de supporter l'incertitude sans se précipiter. C'est l'une des épreuves les plus profondes parce qu'elle va contre presque tout ce que l'ego réclame. L'ego veut savoir. Il veut des garanties, des signes clairs, des confirmations rapides. Il veut la carte entière avant de faire le pas suivant. Mais la vie profonde fonctionne autrement. Elle demande très souvent qu'on marche avec une lumière partielle, qu'on n'ait pas encore toutes les réponses, qu'on avance sans preuve absolue, qu'on reste fidèle à ce qui semble juste, sans pouvoir encore démontrer pourquoi. Jung aurait vu là une nécessité absolue du parcours intérieur. Car tant qu'une personne ne sait agir qu'à partir de certitudes extérieures, elle reste dépendante du visible.
Elle n'est pas encore vraiment reliée à une boussole intérieure stable. Or, le test ultime ne consiste pas seulement à voir ses ombres. Il consiste aussi à apprendre à vivre sans être soutenu en permanence par des garanties, à faire confiance à une cohérence plus profonde que l'ego ne peut pas toujours cartographier. Cela ne veut pas dire devenir irrationnel. Cela veut dire ne plus faire de l'incertitude une preuve que l'on est perdu. Il y a une médecin, 58 ans, qui avait construit sa vie entière sur la certitude et le contrôle. Elle excellait dans ce qu'elle faisait. Sa discipline était remarquable, sa carrière impeccable. Mais à 55 ans, quelque chose en elle avait commencé à se fissurer d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Ses patients guérissaient, ses diagnostics étaient justes, et pourtant, elle se sentait de plus en plus creuse, comme si une vie entière de compétences avait été construite sur quelque chose qu'elle n'avait jamais eu le temps d'examiner. Elle commença à traverser des insomnies. Pas d'anxiété clairement identifiable, mais une sorte d'éveil forcé au milieu de la nuit, un silence intérieur qui ressemblait moins au repos qu'à une attente. Elle qui avait toujours su quoi faire, quoi penser, quoi planifier, se retrouvait devant une question sans réponse disponible. Elle se sentait suspendue entre une vie qui avait parfaitement fonctionné et quelque chose d'encore inconnu qui semblait l'appeler sans lui donner de direction précise. Tout son instinct la poussait à résoudre cela comme elle résolvait tout, trouver le problème, identifier la cause, appliquer le traitement. Mais cette fois, aucune solution ne venait. Et c'est dans cet espace inconfortable, dans cette impossibilité de contrôler l'issue, qu'elle commença à rencontrer quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Elle-même, en dehors de sa fonction, elle prit un congé, elle marcha beaucoup, elle lut des textes qu'elle n'avait jamais eu le temps d'ouvrir. Elle pleura sans vraiment savoir pourquoi. Et, progressivement, ce qui émergea n'était pas un nouveau projet, ni un nouveau diagnostic. C'était une présence à elle-même qu'aucune compétence n'avait pu lui donner. 2 ans plus tard, elle exerçait toujours la médecine, mais elle avait intégré la dimension humaine de son travail d'une façon qu'elle n'aurait pas pu imaginer auparavant. Ses patients le sentaient, elle aussi. Ce que l'incertitude avait fait, c'était briser l'illusion que tout peut et doit être maîtrisé. Et dans cet espace brisé, quelque chose de plus vrai avait pu enfin prendre place. À ce stade, la question n'est plus « pourquoi cela n'arrive-t-il pas encore ?» La vraie question devient « qu'est-ce que la vie cherche encore à fortifier en moi pour que ce qui viendra puisse être réellement porté ?» C'est là que tout change. Car tant qu'on interprète les délais comme des rejets, on reste enfermé dans une lecture blessée du réel. On se sent puni, oublié, retardé, moins choisi que les autres. On regarde ce qui n'arrive pas et on en conclut qu'il manque quelque chose à notre valeur, à notre destin ou à notre chance. Mais dès que l'on comprend que certaines attentes sont être en fonction de préparation, on cesse peu à peu de vivre contre le processus. On commence à le lire autrement. Être prêt dans ce sens-là ne signifie pas être parfait. Cela ne veut pas dire n'avoir plus aucune peur, plus aucune faille, plus aucune contradiction. Cela signifie plutôt avoir développé assez de centres pour ne plus être entièrement gouverné par ce qui autrefois nous aurait détruit. C'est pouvoir aimer sans se perdre totalement, réussir sans être dévoré par l'image, recevoir sans se sentir coupable, perdre sans conclure que tout s'effondre, être vu sans devoir se travestir, être seul sans se croire vide. Voilà la vraie préparation. Et c'est pourquoi elle ne peut pas se réduire à des intentions ou à des performances extérieures. Elle se mesure dans des capacités très humaines, très concrètes, apprendre de ses erreurs sans s'effondrer de honte, demander de l'aide sans vivre cela comme une humiliation.
rester fidèle à ses valeurs quand une opportunité flatte l'ego mais contredit l'âme, accueillir une réussite sans laisser cette réussite devenir une nouvelle dépendance, traverser un silence sans inventer immédiatement une catastrophe, aimer sans faire de l'autre le gardien de son propre centre. Ce sont ces capacités-là que la vie éprouve, non pour établir un mérite moral, non pour distribuer des récompenses à ceux qui se comporteraient bien, mais parce qu'un don reçu sans structure intérieure peut devenir destructeur. Une reconnaissance sans assise peut rendre narcissique ou terrifié. Un grand amour sans maturité émotionnelle peut devenir dépendance, contrôle, panique ou fusion. Une grande liberté sans intégrité peut se dissiper en chaos. Un pouvoir sans conscience peut abîmer autant celui qui l'exerce que ceux qui en subissent les effets. Dès lors, le délai prend un autre sens. Il n'est plus seulement absence de résultat, il devient temps de consolidation. Et ce temps, contrairement à ce que l'ego voudrait, n'est jamais du temps perdu s'il est habité consciemment. Il devient l'espace où l'on apprend à se tenir autrement, où l'on cesse de demander au monde des preuves constantes, où l'on transforme les anciennes réactions en nouvelles réponses, où l'on construit une stabilité qui ne dépend pas entièrement des circonstances. C'est ce qui permet, un jour, de recevoir sans tout perdre dans la réception elle-même. Cette compréhension change aussi la relation à l'effort. On ne travaille plus sur soi comme on négocierait avec l'univers pour obtenir plus vite ce que l'on veut. On ne fait plus du développement intérieur une stratégie pour forcer une porte. On commence à voir ce travail comme une collaboration avec quelque chose de plus vaste en soi. Une manière d'honorer ce que la vie prépare peut être déjà, même si cela n'a pas encore pris forme visible. Alors le test cesse d'être vécu comme une épreuve arbitraire. Il devient un langage. Chaque délai demande « Peux-tu approfondir plutôt que te contracter ?» Chaque inconfort demande « Vas-tu revenir à l'ancien ou oser une réponse nouvelle ?» Chaque répétition demande « Qu'est-ce que tu n'as pas encore suffisamment intégré ?» Chaque ouverture demande « Peux-tu rester entier quand ce que tu voulais commence enfin à arriver ?» À partir de là, même la frustration change de nature. Elle ne disparaît pas forcément, mais elle devient plus lisible. Elle n'est plus seulement souffrance brute. Elle devient un indicateur, une matière à travailler, une occasion de clarifier ce qui en nous cherche encore à contrôler, à être rassuré, à fuir, à se défendre, à être sauvé de l'extérieur. Et plus cette lecture s'affine, plus une autre qualité apparaît, la confiance. Non pas la confiance naïve qui nie les difficultés, non pas l'optimisme forcé qui refuse de voir les ombres. Une confiance plus profonde, plus sobre, qui naît du fait d'avoir déjà traversé assez de choses pour reconnaître que même le chaos peut porter un ordre caché, que certains détours préparent des capacités qu'aucun confort n'aurait développées, que certains refus protègent encore quelque chose de précieux, que certains silences ne sont pas vides, mais chargés d'une gestation invisible. Marquez une pause ici. Laissez cela résonner vraiment, parce que cette confiance-là ne s'enseigne pas, elle se construit dans la traversée. Jung aurait peu être dit que lorsque nous nous rapprochons du soi, nous cessons progressivement de vivre uniquement depuis l'urgence de l'ego. Nous devenons capables de sentir une cohérence plus grande que notre impatience. Nous commençons à percevoir que la vie n'avance pas seulement par objectif atteint, mais par élargissement de conscience. Et cet élargissement transforme tout. Il change la manière d'attendre, de choisir, d'aimer, de travailler, de traverser l'incertain. C'est souvent là que les synchronicités deviennent plus sensibles, non comme des preuves magiques qu'une force extérieure nous favorise, mais comme des signes d'alignement. Une rencontre au bon moment,
une information qui arrive quand on en avait besoin, une porte qui s'ouvre sans violence après une longue période d'apparente stagnation, une intuition qui devient étonnamment claire. Ces événements ne tombent pas du ciel comme des cadeaux arbitraires. Ils apparaissent souvent quand quelque chose en nous est devenu assez silencieux pour les accueillir. Alors oui, d'une certaine manière, l'univers ne vous refusait peu être rien, il vous préparait. Il polissait votre structure émotionnelle. Il renforçait votre capacité à rester vrai sous pression. Il vous montrait vos zones d'ombre pour que vous cessiez d'être dirigé par elles. Il testait moins votre valeur que votre capacité à devenir un bon gardien de ce que vous demandiez. Et quand cette compréhension descend vraiment, pas seulement dans la tête, mais dans le corps, alors le parcours change de ton. On ne vit plus le délai comme une humiliation. On ne lit plus l'obstacle comme un verdict. On ne traite plus la vie comme une ennemie. On apprend à travailler avec elle, à se préparer consciemment, à utiliser le temps présent pour devenir plus solide, plus clair, plus intègre. C'est ainsi que le test le plus difficile cesse d'être une lutte. Il devient une danse lente entre ce que vous désirez et ce que vous devez encore devenir pour pouvoir le porter avec conscience. Ne demandez plus seulement quand cela arrivera. Demandez aussi ce que ce temps est en train de fortifier en vous. Très souvent, c'est là que le réel commence enfin à se réorganiser. Ce chemin n'est pas celui de la perfection, il n'est pas non plus celui de la résignation. C'est le chemin de ceux qui ont accepté de descendre suffisamment profond pour remonter différemment, qui ont consenti à regarder leurs ombres sans en mourir, qui ont appris à faire confiance à quelque chose de plus grand que leur impatience. Vous êtes peu être à l'une de ces étapes en ce moment même, peu être dans l'attente, peu être dans la répétition, peu être dans ce silence inconfortable qui précède un passage. Si c'est le cas, sachez ceci, ce que vous traversez n'est pas une preuve que vous avez échoué. C'est peu être la preuve que quelque chose de plus vaste est en train de se construire en vous, quelque chose qui nécessite exactement le temps que vous lui accordez, même si cela fait mal, même si cela semble trop long. La source originale de cette réflexion est disponible dans la description. Mais l'essentiel tient peu, être dans quelque chose de très simple. Ce temps que vous habitez en ce moment, quel que soit son inconfort, n'est pas vide. Il est plein de ce que vous êtes en train de devenir. Portez votre lumière dans vos zones d'ombre. Merci d'avoir exploré l'esprit avec nous. À bientôt sur l'Esprit de Jung. Si ce voyage au cœur de l'esprit résonne en vous, abonnez-vous pour poursuivre cette exploration ensemble.